Elle n'a jamais eu de famille, alors ça ne sert à rien de chercher un donneur. C'est dommage, mais dans ce genre de cas, on ne peut pas faire grand-chose. Je m'arrêtai brusquement dans le couloir de l'hôpital, la main encore tremblante après les adieux que je venais de faire dans la chambre 243. Les infirmières discutaient à voix basse près du poste, sans remarquer ma présence derrière la machine à café cassée. Oui, Sarah a toujours été un peu orpheline. Elle a grandi dans une famille d'accueil, elle n'a jamais connu sa famille biologique. Son mari est dévasté, le pauvre. Mon cœur s'est emballé. Sarah. Ma Sarah. Elle parlait de ma femme comme si elle était déjà morte. Je m'appelle John Mitchell, j'ai 32 ans, et il y a 5 minutes, je viens de dire adieu à la femme que j'aime, pensant que c'était pour toujours. Sarah est en phase terminale d'anémie aplasique sévère, et sans greffe de moelle osseuse, les médecins ont dit qu'il ne lui restait plus que 2 semaines à vivre. Mais quelque chose dans la conversation de ces infirmières m'a profondément troublé. Sarah m'a toujours dit qu'elle n'avait pas de famille. Elle a grandi dans des foyers d'accueil depuis qu'elle était bébé et n'a jamais connu ses parents biologiques. C'est pourquoi, lorsque le diagnostic est tombé, nous savions déjà que les chances de trouver un donneur compatible étaient quasi inexistantes. Les personnes sans famille proche dépendent de la chance de trouver un étranger compatible dans le registre national. Une chance que Sarah n'aurait apparemment jamais eue. Je suis revenu 3 mois en arrière, quand tout a commencé. Sarah avait commencé à être trop fatiguée pour nos promenades matinales. Puis sont apparues des taches violettes inexplicables, un essoufflement, une pâleur qui mentait chaque nuit quand je la regardais dormir. Le diagnostic a été un coup de poing dans le ventre, anémie aplasique sévère. Sa moelle osseuse avait tout simplement cessé de produire des cellules sanguines saines. Sans traitement, cela serait fatal. Avec une greffe, elle aurait 80% de chances de guérison complète. Le problème ? Nous avions besoin d'un donneur compatible. Les frères et sœurs étaient la meilleure option, puis les parents, les cousins. Des personnes du même sang. Sarah n'avait personne. Nous nous sommes inscrits sur la liste nationale des donneurs, mais les médecins ont été honnêtes. Cela pouvait prendre des mois, voire des années, pour trouver un donneur compatible. Sarah n'avait pas autant de temps. Pendant ces 3 mois, j'ai vu ma femme dépérir jour après jour. La femme qui construisait des meubles avec moi le week-end, qui riait trop fort au cinéma, qui faisait des crêpes en forme de cœur le samedi, s'est transformée en une version pâle et fragile d'elle-même. Hier, lorsque le docteur Peterson m'a appelé pour me parler, je savais déjà ce qu'il allait me dire. « John, nous devons nous préparer au pire. » Sarah ne réagit plus aux transfusions. Sans miracle, il ne lui reste que quelques jours à vivre. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je suis entré dans sa chambre, j'ai pris sa main glacée et j'ai prononcé les mots que je n'aurais jamais pensé dire. « Je t'aime, Sarah. Et je t'aimerai toujours. Merci d'avoir été ma femme. » Elle a esquissé un faible sourire et a murmuré « Prends bien soin de notre jardin, John. Les roses auront besoin de toi. » Je suis sorti de cette chambre dévastée, certain que je ne lui parlerai plus jamais consciemment. C'est alors que j'ai entendu la conversation des infirmières. Et quelque chose clochait. Sarah a toujours été un peu orpheline. Toujours ? Comment ça ? Toujours ? Sarah avait 28 ans. Comment une infirmière pouvait-elle connaître toute sa vie ? Je me suis caché derrière la machine à café, forçant ma respiration à se calmer, et j'ai continué à écouter. Je me souviens quand elle est venue ici pour la première fois, encore adolescente. Elle devait avoir environ 15 ans. Toujours seule, personne de sa famille ne venait lui rendre visite. 15 ans ? Sarah ne m'avait jamais dit qu'elle avait déjà été dans cet hôpital. En fait, elle avait toujours dit qu'elle évitait les médecins, qu'elle avait peur des hôpitaux parce qu'elle n'avait pas eu de bonnes expériences dans son enfance. L'autre infirmière baissa encore plus la voix. Oui, et dire que sa famille ne sait même pas qu'elle existe. Toute cette confusion avec les dossiers d'adoption dans les années 90, c'était terrible. Tant d'enfants perdus dans le système. Une confusion avec les dossiers d'adoption ? Une famille qui ne sait pas qu'elle existe ? Je sentis mon monde tourner. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. Car j'ai soudainement réalisé que Sarah n'était peut-être pas aussi orpheline que nous le pensions. Et si quelqu'un avait délibérément caché des informations sur sa famille ? S'il y avait des donneurs compatibles quelque part, mais que quelque chose ou quelqu'un les empêchait de la retrouver. Mon adieu à Sarah était peut-être prématuré. Et s'il y avait toute une famille qui la cherchait, sans savoir où la trouver ? Je ne pouvais pas quitter ce couloir. Je suis resté là, immobile, comme un fantôme, assimilant chaque mot que j'avais entendu. Une confusion avec les registres d'adoption dans les années 90. Une famille qui ignore l'existence de Sarah. Les infirmières étaient déjà parties,
mais leurs paroles résonnaient dans ma tête comme un marteau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des recherches obsessionnelles, problème dossier adoption Tennessee années 90. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des dizaines d'articles sur des scandales dans le système d'adoption de l'État. Des enfants séparés de familles qui les recherchaient. Des dossiers modifiés, des documents mystérieusement perdus, des familles détruites par une bureaucratie corrompue. Et au centre de tout cela, un nom qui revenait sans cesse, Dr Margaret Hanley, ancienne directrice du département des services à l'enfance du comté de Davison entre 1988 et 2003. Mon cœur s'est emballé. Sarah est née en 1995. En plein milieu de la période où cette femme était aux commandes. Je me suis précipité dans l'hôpital, directement dans la chambre de Sarah. Elle dormait, reliée à des tubes et des machines, la peau si pâle qu'elle semblait transparente. Je me suis assise à côté du lit et j'ai pris sa main glacée. « Sarah » ai-je murmuré. « Je dois te demander quelque chose. » Elle a ouvert lentement les yeux et m'a fait ce sourire faible qui me brisait le cœur. « Tu te souviens de quelque chose à propos de ton adoption? Un détail? Un nom ?» Sarah a froncé les sourcils, perplexe. « John, mon amour, tu sais que je n'ai pas ces informations. Tous les dossiers ont été détruits dans un incendie au bureau quand j'avais 5 ans. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Un incendie. Des dossiers détruits. Comme c'était pratique. Et tu n'as jamais essayé de retrouver ta famille biologique? » « Bien sûr que j'ai essayé, » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler. « Quand j'ai eu 18 ans, je suis allé au département des services à l'enfance. Une femme très sérieuse m'a reçu et m'a dit qu'il n'y avait absolument rien. Aucun dossier, aucun indice. Que mes parents biologiques étaient probablement des toxicomanes qui m'avaient abandonné et n'avaient jamais regardé en arrière. Vous vous souvenez du nom de cette femme? » Sarah ferma les yeux, se concentrant. C'était une docteure. Margaret quelque chose. Elle a été très dure avec moi. Elle m'a dit que je perdais mon temps à chercher des gens qui ne voulaient clairement pas de moi. Margaret. Docteur Margaret Hanley. Je sentis la colère bouillir dans ma poitrine. Cette femme avait menti à ma femme. Elle avait regardé une jeune fille de 18 ans dans les yeux et avait délibérément détruit tout espoir pour elle de retrouver sa famille. Sarah, je dois sortir quelques heures. Mais je te promets que je reviendrai. Où vas-tu? Régler quelque chose, répondis-je en embrassant son front. Fais-moi confiance. La maison du docteur Margaret Hanley se trouvait à Belmead, l'un des quartiers les plus chics de Nashville. Une imposante demeure avec des jardins parfaitement entretenus, des portails en fer forgé et une Mercedes noire dans le garage. 45 ans de service public avaient été très généreux avec elle. J'ai sonné, le cœur battant à tout rompre. Une femme d'environ 70 ans ouvrit la porte, bien habillée, les cheveux gris parfaitement coiffés, et avec un air de supériorité que l'on pouvait sentir à des kilomètres. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en me regardant de haut en bas avec dédain. « Docteur Hanley? Je m'appelle John Mitchell. Ma femme est Sarah Carter, anciennement Sarah du système d'adoption du comté. Vous vous souvenez d'elle? » Le visage de la femme changea instantanément. Pendant une fraction de seconde, je vis la panique dans ses yeux. Puis elle remit son masque d'indifférence. « Je ne me souviens pas de tous les enfants qui sont passés par le système, jeune homme. Il y en a eu des milliers au fil des ans. Vous vous souvenez de Sarah, insistai-je. Elle est venue chercher des informations sur sa famille biologique quand elle a eu 18 ans. Vous lui avez dit qu'il n'y avait pas de dossier. » Margaret plissa les yeux. « Si j'ai dit qu'il n'y avait pas de dossier, c'est qu'il n'y en avait pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Elle commença à fermer la porte, mais je la bloquai avec mon pied. « Ma femme est mourante, docteur Hanley. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Elle doit retrouver sa famille. Et je crois que vous savez exactement où se trouve cette famille. » Margaret rit. Un rire froid, cruel. « Même si je le savais, qu'est-ce qui vous fait croire que je vous aiderais? Certains enfants sont mieux là où ils sont. Certaines familles sont mieux séparées. Que voulez-vous dire? » « Je veux dire, dit-elle en se penchant vers moi, que votre femme a eu de la chance. Elle a eu une vie décente dans des familles d'accueil. Elle n'a pas été battue, maltraitée ou négligée comme elle l'aurait été si elle était restée avec cette famille de personnes inaptes. Des gens incompétents. » Les mots sortaient de sa bouche comme du poison. « Vous avez délibérément séparé Sarah de sa famille biologique. »« J'ai sauvé une enfant d'une vie de misère, » répondit Margaret froidement. « Les parents étaient trop jeunes, trop pauvres, incompétents pour élever correctement un enfant. La petite fille avait une meilleure chance dans le système. Mais elle avait le droit de savoir.
Elle avait le droit de choisir. Elle avait le droit d'être protégée des décisions stupides d'adultes irresponsables, rétorqua-t-elle. Et regardez ce qu'elle est devenue. Elle a grandi, s'est mariée, a mené une vie normale. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade, bien sûr. La désinvolture avec laquelle elle mentionna la maladie de Sarah me fit voir rouge. Vous savez que ma femme pourrait mourir à cause de ce que vous avez fait? Ce n'est pas moi qui lui ai transmis cette maladie, jeune homme. C'est la vie. Certains ont de la chance, d'autres non. Margaret haussa les épaules avec une indifférence qui me rendit malade. Maintenant, sortez de ma propriété avant que j'appelle la police. La porte claqua dans mon visage dans un dernier bruit sourd. Je suis resté là, tremblant de rage. Cette femme avait littéralement joué avec la vie de ma femme. Elle avait arbitrairement décidé que Sarah serait mieux sans sa famille biologique, la condamnant à une vie de solitude, et maintenant, peut-être à la mort. Je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis là pendant 20 minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Margaret Hanley savait. Elle savait où se trouvait la famille de Sarah, mais elle refusait de parler par pur préjugé et arrogance. J'ai pensé à ma femme allongée dans ce lit d'hôpital, dépérissant parce que nous ne pouvions pas trouver de donneur compatible. J'ai pensé à toutes ces années qu'elle avait passées à se sentir complètement seule au monde, sans savoir qu'elle avait peut-être des parents, des frères et sœurs, des cousins quelque part qui la cherchaient. Tout cela à cause d'une femme qui avait décidé qu'elle savait ce qui était le mieux pour tout le monde. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à rechercher tout ce que je pouvais sur Margaret Hanley. Sa carrière, sa réputation, sa vie personnelle. Si elle voulait jouer à ce jeu, je jouerais aussi. Mais d'abord, je devais retrouver la famille de Sarah. Et si Margaret ne voulait pas m'aider de son plein gré, je trouverais d'autres moyens. Car ma femme n'allait pas mourir à cause de l'arrogance et des préjugés d'une bureaucrate corrompue. Si Margaret Hanley pensait pouvoir continuer à contrôler la vie de Sarah après toutes ces années, elle allait découvrir à quel point elle se trompait. La véritable bataille ne faisait que commencer. Quand je suis retourné à l'hôpital, Sarah allait plus mal. Beaucoup plus mal. Les machines autour de son lit émettaient des bips plus fréquents, et une nouvelle infirmière vérifiait ses signes vitaux toutes les 15 minutes. Sa peau était d'une pâleur grisâtre qui me retournait l'estomac. « Où étais-tu » murmura-t-elle en me voyant, sa voix si faible que je dus me pencher pour l'entendre. « Je réglais quelque chose d'important » répondis-je en prenant sa main glacée. « Sarah, je dois te dire quelque chose. » Je lui ai tout raconté. La conversation des infirmières, Margaret Hanley, comment notre recherche de sa famille avait été sabotée depuis le début. Sarah m'a écouté en silence, les larmes coulant sur son visage émacié. « Alors, j'ai peut-être une famille, » murmura-t-elle. « Je suis sûr que oui. Et je vais les retrouver. » Cette nuit-là, Sarah a fait une crise. Son corps a complètement rejeté la dernière transfusion, et les médecins ont dû la mettre sous sédatif pour stabiliser ses signes vitaux. Le docteur Peterson m'a emmené dans le couloir. « John, nous devons être réalistes. Sarah a au plus une semaine à vivre, peut-être moins. Si vous avez un espoir de trouver un donneur. » « C'est exactement ce que je fais, » l'interrompis-je. Je passais toute la nuit sur l'ordinateur de la salle d'attente, recherchant tout ce que je pouvais trouver sur Margaret Hanley et le scandale des dossiers d'adoption. Ce que je découvris me mit dans une rage folle. Margaret n'avait pas agi seule. Elle faisait partie d'un système qui séparait les enfants de familles jugées inaptes, un code pour désigner les familles pauvres, jeunes ou issues de minorités. Des dizaines de procès, des centaines de familles détruites, des milliers d'enfants qui ont grandi en pensant qu'ils n'avaient personne au monde. Et tous ces enfants avaient quelque chose en commun. Leur famille biologique n'avait jamais cessé de les rechercher. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet d'avocats qui avait représenté plusieurs familles contre Margaret Hanley. La secrétaire m'a transféré à Amanda Rodriguez, une avocate spécialisée dans les affaires d'adoption. « Monsieur Mitchell » m'a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. « Le cas de votre femme ressemble exactement à ceux que nous avons étudiés. Vous avez dit qu'elle était née en 1995 ? C'est exact. C'était l'une des années les plus actives du réseau Hanley. Elle vendait littéralement des bébés à des familles riches tout en disant aux familles biologiques que les enfants étaient morts ou avaient été adoptés hors de l'État. Mon sang s'est glacé. Vendre des bébés? C'était un marché noir déguisé en programme d'adoption légitime. Les enfants de familles pauvres étaient séparés et placés dans des familles qui payaient des sommes exorbitantes. Les familles biologiques étaient découragées ou recevaient de fausses informations. Comment puis-je retrouver la famille de Sarah? Amanda marqua une pause. Normalement, cela prendrait des mois d'enquête judiciaire. Mais, elle soupira. J'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Nous avons réussi à récupérer certains des dossiers originaux de Hanley lors d'un des procès.
Des dossiers qu'elle avait juré d'avoir détruits. Mon cœur s'est emballé. Vous avez les dossiers de Sarah? Je peux vérifier. Mais, monsieur Mitchell, je dois être honnête. Même si nous retrouvons sa famille, faire les tests de compatibilité, organiser une greffe, cela prend du temps. Du temps que votre femme n'a peut-être pas. Laissez-moi m'en occuper, ai-je répondu. Donnez-moi juste les noms. 2 heures plus tard, Amanda m'a rappelé. John, j'ai trouvé quelque chose. Sarah n'est pas fille unique, contrairement à ce qu'a dit Margaret. Elle a 2 frères aînés et une sœur cadette. Ses parents, Maria et Carlos Delgado, ont vécu à Nashville jusqu'en 2005, avant de déménager à Memphis. Ils la recherchent encore aujourd'hui. J'ai pris un bout de papier et j'ai commencé à noter frénétiquement. Tu as leur adresse actuelle? J'ai tout. Leur numéro de téléphone, leur adresse, même leur lieu de travail. John. La voix d'Amanda était émue. Ils n'ont jamais cessé de la rechercher. Chaque semaine, ils appellent les services sociaux pour avoir des nouvelles de leur fille disparue à l'âge de 8 mois. 8 mois. Sarah a été enlevée à sa famille alors qu'elle n'avait que 8 mois. Margaret a dit aux parents que Sarah était morte d'une pneumonie à l'hôpital, a poursuivi Amanda. Ils ont organisé des funérailles vides, John. Ils ont enterré un cercueil vide. La colère que j'ai ressentie à ce moment-là était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement pour Sarah, c'était pour toute la famille Delgado, pour toutes ces années de souffrance inutile, pour chaque anniversaire passé à pleurer une fille qui était en vie à quelques heures de là. Je pars pour Memphis tout de suite, ai-je dit. John, tu devrais d'abord appeler. Non. On ne peut pas faire ça par téléphone. Je suis retourné dans la chambre de Sarah. Elle était réveillée, mais ses yeux avaient perdu beaucoup de leur éclat. Je me suis assis à côté du lit et j'ai pris ses mains dans les miennes. Sarah, j'ai retrouvé ta famille. Elle a cligné des yeux lentement. Quoi? Tes parents, Maria et Carlos Delgado. Tes 2 frères, Miguel et Roberto. Une sœur, Lucia. Ils vivent à Memphis et n'ont jamais cessé de te chercher. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de soulagement. Ils m'ont cherché. Tous les jours pendant les 28 dernières années. Sarah a fermé les yeux et a souri pour la première fois depuis des semaines. J'ai une vraie famille. Et ils vont vous sauver, lui ai-je promis. Mais tandis que j'organisais mentalement le voyage vers Memphis, une partie sombre de mon esprit élaborait un autre plan. Margaret Henley avait détruit des vies pendant des décennies, profité de la souffrance de famille, puis mené une vie luxueuse grâce à cet argent taché de sang. Retrouver la famille de Sarah n'était que la première étape. Margaret ne le savait pas encore, mais je n'étais pas seulement un mari désespéré essayant de sauver sa femme. J'étais ingénieur en informatique, spécialiste en sécurité numérique, et j'avais passé les 3 derniers mois à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Documenter méticuleusement chaque crime qu'elle avait commis. Si vous suivez cette quête de vérité, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé à mon arrivée à Memphis a tout changé. Car tandis que je roulais sur la route sombre en direction de la famille que Sarah n'avait jamais connue, j'étais déjà en train de mettre en œuvre la première phase d'un plan qui garantirait que Margaret Henley paierait pour chaque vie qu'elle avait détruite. La différence, c'est que cette fois, elle ne pourrait pas se cacher derrière la bureaucratie et des dossiers falsifiés. Cette fois, elle devrait faire face à de réelles conséquences. Le trajet jusqu'à Memphis a duré 2 heures et demie, mais cela m'a semblé une éternité. Mon esprit oscillait entre l'espoir et la terreur. L'espoir que la famille Delgado puisse sauver Sarah, la terreur que nous arrivions trop tard. Mais pendant ces heures solitaires sur la route, quelque chose d'autre a commencé à fermenter en moi. Une rage pure contre Margaret Henley. J'ai appelé Amanda Rodriguez en chemin. John, j'ai obtenu plus d'informations sur le cas de Sarah, m'a-t-elle dit. Margaret ne s'est pas contentée de la séparer de ses parents. Elle a des documents prouvant qu'elle a modifié des dossiers médicaux, falsifié des certificats de décès et même intimidé des familles qui tentaient de retrouver leurs enfants. Intimidation comment? Fausses menaces juridiques, poursuites fictives, voire visites policières non autorisées. Elle a transformé le système d'adoption en une machine à faire de l'argent. Je sentis ma mâchoire se crisper. Combien de familles ont été touchées? Au moins 300 que nous avons pu documenter. Mais il y en a peut-être 2 fois plus. 300 familles. 600 parents qui ont pleuré leurs enfants vivants. Des centaines d'enfants qui ont grandi en pensant qu'ils n'avaient personne au monde. Amanda, j'ai besoin d'une chose. Je veux tous les documents, toutes les preuves, tout ce que vous avez sur Margaret Henley. John, je sais que vous êtes en colère, mais ce n'est pas seulement de la colère,
l'ai-je interrompu. C'est la justice. Cette femme a détruit des vies pendant des décennies et vit dans un manoir acheté avec du sang. Ma femme est en train de mourir parce que Margaret a décidé de jouer à Dieu. Cela ne peut pas rester ainsi. Amanda resta silencieuse pendant un moment. Je vais tout envoyer par email. Mais John, qu'avez-vous l'intention de faire? Je ne sais pas encore exactement. Mais Margaret Henley paiera pour tout ce qu'elle a fait. La maison de la famille Delgado était petite mais impeccable, avec un jardin fleuri et un drapeau américain flottant sur la véranda. Lorsque j'ai sonné, une femme latino-américaine aux cheveux gris m'a ouvert la porte. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes venu parler de notre fille. J'avais répété ce moment dans ma tête des dizaines de fois pendant le voyage, mais quand le moment est venu, les mots sont simplement sortis. J'ai retrouvé Sarah. Elle est en vie. Maria Delgado s'est effondrée dans mes bras, sanglotant de manière incontrôlable. Un homme est sorti en courant de la cuisine, Carlos, sans doute, et quand il a vu sa femme en larmes et m'a entendu répéter ces mots, il s'est mis à pleurer lui aussi. « Notre petite fille », a-t-il murmuré. « Notre petite Sarah ». Les minutes qui suivirent furent un mélange de larmes, d'étreintes et de questions précipitées. Lorsque nous nous sommes enfin assis dans le salon, entourés de photos de famille où il y avait toujours un espace vide, la place que Sarah aurait dû occuper, je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé de sa maladie, de l'urgence d'une greffe, de la façon dont Margaret Henley leur avait menti pendant 28 ans. Cette femme, dit Carlos, la voix tremblante de rage. Cette femme horrible a dit que notre Sarah était morte. Nous avons organisé des funérailles, John. Nous avons enterré un cercueil vide. Elle nous a dit que nous étions trop jeunes, trop pauvres pour élever un enfant, ajouta Maria. Elle a dit que Sarah serait mieux sans nous. Je regardais autour de moi dans la maison. Elle était simple, mais débordait d'amour. Des photos de Miguel, Roberto et Lucia à toutes les étapes de leur vie. Des diplômes accrochés au mur. Une famille unie qui n'avait jamais cessé de chercher sa fille disparue. Margaret avait volé 28 ans à cette famille. 28 ans d'anniversaire, de remise de diplômes, de mariage, de petits-enfants. Tout cela parce qu'elle pensait savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Nous devons partir pour Nashville immédiatement, ai-je dit. Sarah n'a plus beaucoup de temps. En 3 heures, toute la famille Delgado était à l'hôpital. Le moment où Sarah a vu ses parents pour la première fois consciente était indescriptible. Maria tenait le visage de sa fille entre ses mains tremblantes, murmurant « Minina, mi peknanina, ma petite fille », à plusieurs reprises. Carlos pleurait silencieusement en tenant la main de Sarah, et ses frères et sœurs, Miguel, Roberto et Lucia, se tenaient autour du lit, la touchant tous doucement, comme s'ils avaient besoin de confirmer qu'elle était bien réelle. « Vous n'avez jamais cessé de me chercher », murmura Sarah. « Jamais, » répondit Miguel. « Nous n'avons jamais abandonné. Nous savions que tu étais quelque part. » Les tests de compatibilité ont été effectués immédiatement. Roberto, le frère aîné, était parfaitement compatible. « Quand pouvons-nous opérer ?» a-t-il demandé au docteur Peterson. « Demain matin, si vous êtes prêt. »« Je suis prêt depuis 28 ans, » a répondu Roberto. Ce soir-là, tandis que la famille Delgado se relayait au chevet de Sarah, je me suis connecté à Internet depuis l'hôpital et j'ai commencé à travailler sur ce qui allait devenir le projet le plus important de ma vie. Margaret Henley avait détruit des centaines de familles, tiré profit de la souffrance humaine, puis pris sa retraite dans un manoir acheté avec de l'argent taché de sang. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle s'était attaquée à la mauvaise famille. En tant qu'ingénieur logiciel spécialisé dans la sécurité numérique, j'avais des compétences que Margaret n'aurait jamais imaginées. J'ai passé la nuit à créer un site web détaillé documentant chacun de ses crimes, chacune des familles détruites, chacune des vies ruinées. Mais ce n'était que le début. Grâce aux documents qu'Amanda m'a envoyés, j'ai découvert que Margaret continuait à exercer des activités de conseil privé en matière d'adoption. Elle continuait à tirer profit de la séparation des familles, à jouer à Dieu avec des vies innocentes. Et j'ai découvert autre chose, elle avait menti sur ses impôts pendant des décennies, cachant des millions dans des comptes offshore. Si vous suivez cette histoire d'une famille réunie et de justice rendue, abonnez-vous à la chaîne, car ce que j'ai prévu pour Margaret Henley va bien au-delà de toute vengeance qu'elle pourrait imaginer. Le lendemain matin, alors que Roberto entrait dans la salle d'opération pour sauver la vie de sa sœur, je mettais la touche finale à un plan qui garantirait que Margaret Henley ne ferait plus jamais de mal à personne. Elle avait passé des décennies à se cacher derrière la bureaucratie et la corruption institutionnelle. Mais elle allait maintenant être confrontée à quelque chose contre lequel elle n'avait aucune défense. La vérité tout entière, exposée au monde entier, avec des preuves irréfutables de chaque crime qu'elle avait commis.
Margaret Hanley était sur le point de découvrir ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise famille. Et cette fois, elle n'aurait nulle part où se cacher. L'opération de Roberto a commencé à 6 heures du matin. Pendant que mon beau-frère sauvait la vie de ma femme au bloc opératoire, j'étais dans la salle d'attente, mettant en œuvre la phase finale de mon plan contre Margaret Hanley. À 7h45, j'ai publié le site web. La vérité sur Margaret Hanley, 25 ans de famille détruite, a été mis en ligne avec une documentation complète sur 317 cas de séparation illégale de famille, des preuves de corruption, de falsification de documents et de fraude fiscale à grande échelle. Mais ce n'était que le début. À 8 heures, j'ai envoyé des copies de tous les documents au Nashville Sen, au Tennessean, à 3 chaînes de télévision locales et au FBI. Simultanément, j'ai envoyé des emails personnalisés à chacune des familles touchées que j'ai pu retrouver, leur expliquant exactement ce qui était arrivé à leurs enfants. À 8h15, mon téléphone a sonné. Qui êtes-vous et que voulez-vous? La voix de Margaret était méconnaissable tant elle était remplie de rage. Je suis John Mitchell, le mari de Sarah que vous avez condamné à mort. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, petit. Je vais vous poursuivre pour diffamation, calomnie, atteinte à la vie privée. Avec quel argent? L'interrompis-je calmement. Parce qu'à 8 heures ce matin, l'Internal Revenue Service a reçu la documentation complète de vos comptes offshore aux îles Caïmans. 23 millions de dollars non déclarés sur une période de 15 ans. Silence à l'autre bout du fil. Impossible. Ces comptes sont secrets? Ils l'étaient. Jusqu'à ce que je pirate les emails de votre cabinet de conseil. Vous pensiez vraiment pouvoir continuer à vendre des bébés en 2024 en utilisant les mêmes méthodes que dans les années 90? J'entendis sa respiration s'accélérer. Vous ne pouvez rien prouver. Margaret, pendant que nous parlons, l'émission investigative Report de Channel 5 diffuse un reportage spécial sur vous. Vous voulez savoir ce que j'ai découvert d'autre? Je n'attendis pas sa réponse. J'ai découvert que vous n'avez jamais arrêté. Votre cabinet de conseil, Bright Future Adoption Service, a séparé 42 familles au cours des 5 dernières années. Des familles latino-américaines et noires dont les enfants ont été relogés dans des familles blanches riches qui ont payé entre 50 et 80 000 dollars par enfant. C'est ridicule. Jennifer Martinez, 2 ans, séparée de ses parents en 2020. Carlos Reeves, 3 ans, enlevé à sa grand-mère en 2021. Je continue? À la première pointe de panique dans sa voix, j'ai su que j'avais touché juste. Que voulez-vous? A-t-elle murmuré. Justice. J'ai raccroché et reporté mon attention sur la salle d'opération, où la lumière rouge s'était enfin éteinte. Le docteur Peterson est sorti avec un sourire fatigué. L'opération s'est parfaitement déroulée. Roberto est un donneur exceptionnel et Sarah a mieux réagi que prévu. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu respirer profondément. 2 heures plus tard, alors que Sarah dormait en salle de réveil, entourée de la famille Delgado, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Amanda Rodriguez. John, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est le chaos total ici. Le bureau de Margaret a été perquisitionné par le FBI. 3 familles ont déjà intenté des poursuites, et Channel 5 diffuse en direct des interviews de parents qui ont retrouvé leurs enfants après des décennies. Et Margaret? Elle a été arrêtée. Elle est accusée de fraude fiscale, de trafic de mineurs et de falsification de documents fédéraux. La caution a été refusée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Maria Santos, l'une des mères dont le fils avait été enlevé par Margaret en 2002. « Sonore John », m'a-t-elle dit en pleurant. Pendant 22 ans, j'ai cherché mon Miguel. Aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, il m'a appelé. Il vivait à 15 minutes de chez moi pendant tout ce temps. Des appels similaires ont afflué tout l'après-midi. Des parents retrouvaient leurs enfants. Des frères et sœurs se retrouvaient. Des familles étaient réunies après des décennies de séparation forcée. À 6 heures du soir, Sarah s'est réveillée. Elle avait meilleure mine et, pour la première fois depuis des mois, elle a esquissé un sourire sincère. « Comment te sens-tu » lui ai-je demandé en lui tenant doucement la main. « Comme si j'allais vivre » murmura-t-elle. « Roberto? Ton frère va bien. Il t'a sauvé la vie. » Sarah ferma les yeux, des larmes de gratitude coulant sur son visage. « Et Margaret? » Margaret ne fera plus de mal à personne. Ce soir-là, les informations locales ont ouvert leur journal avec cette histoire. Scandale dans le milieu de l'adoption, une ancienne fonctionnaire accusée de trafic d'enfants. Les images montraient Margaret menottée, sa maison mise en perquisition et des dizaines de familles rassemblées à l'aéroport de Nashville.
Le présentateur a conclu le reportage en déclarant « Cette affaire a été révélée grâce aux efforts de Marie déterminée à sauver sa femme, ce qui a permis de mettre au jour des crimes qui ont touché des centaines de familles pendant 25 ans. » Mais la véritable satisfaction est venue 3 jours plus tard. Sarah était assise sur son lit d'hôpital, suffisamment forte pour manger seule, lorsqu'une femme a frappé à la porte de la chambre. C'était Elena Rodriguez, l'une des assistantes sociales qui avait travaillé sous les ordres de Margaret dans les années 90. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas », a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. « Mais j'étais jeune, j'avais peur de perdre mon emploi. Quand j'ai vu les informations sur ce que vous avez fait, je devais vous dire merci. » Elle s'est adressée à Sarah. « Votre courage pour rechercher votre famille a rendu justice à des centaines de personnes. Vous avez sauvé beaucoup plus de vies que vous ne le pensez. » Sarah m'a serré la main. « Nous les avons sauvés, » a-t-elle corrigé. « Nous l'avons fait ensemble. » Quand Elena est partie, Sarah m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement de l'amour ou de la gratitude. C'était de la fierté. Margaret pensait qu'elle pouvait décider qui méritait d'avoir une famille, a dit Sarah doucement. Elle pensait que des gens comme mes parents n'étaient pas assez bien pour m'élever. Et maintenant? Sarah sourit en regardant par la fenêtre où Carlos Delgado apprenait à sa petite fille, la fille de Miguel, à faire du vélo dans la cour de l'hôpital. Maintenant, elle est dans une cellule en train de découvrir ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise famille. Le plan avait fonctionné à la perfection. Margaret Henley avait non seulement perdu sa liberté, sa fortune et sa réputation. Elle était devenue le catalyseur involontaire de la plus grande réunification familiale de l'histoire du Tennessee. Et Sarah? Sarah avait gagné non seulement une seconde chance dans la vie, mais aussi une famille qui l'aimait inconditionnellement depuis le premier instant où elle l'avait vue. Margaret avait essayé de jouer à Dieu avec nos vies. Mais elle avait découvert que certains jeux ont des conséquences qui durent toute une vie. 6 mois plus tard, Sarah était debout dans la cuisine de notre maison, en train de faire des crêpes en forme de cœur comme elle le faisait avant sa maladie. Ses cheveux avaient repoussé, plus épais qu'avant, et ses joues avaient retrouvé cette couleur rose et saine que je pensais ne jamais revoir. « Tu me regardes encore avec cette tête idiote », dit-elle en souriant par-dessus son épaule. « Désolé, ai-je répondu en la serrant dans mes bras. Je ne me suis pas encore habitué à l'idée que tu vas rester. » La sonnette a retenti, et la maison s'est rapidement remplie du son familier des voix parlant espagnol et anglais en même temps. Tous les dimanches, la famille Delgado venait pour le brunch. Maria apportait toujours des fleurs fraîches du jardin, Carlos apportait sa guitare pour jouer après le déjeuner, et les frères et sœurs de Sarah, Roberto, Miguel et Lucia, arrivaient avec leurs enfants pour que les enfants puissent jouer dans le jardin. Notre petite maison de 2 chambres semblait soudain immense, remplie de rires, d'histoires et du genre d'amour inconditionnel que Sarah avait recherché toute sa vie sans le savoir. Pendant le déjeuner, Miguel nous a parlé de l'appel qu'il avait reçu la semaine précédente. C'était une famille de l'Oregon, a-t-il dit. Ils ont vu le reportage sur Margaret Henley et se sont rendus compte que leur fils, adopté en 2001, pourrait être celui de notre cousine Elena. Ses parents n'ont jamais cessé de le chercher. C'était l'histoire numéro 73. 73 familles réunies directement grâce à l'exposition de Margaret Henley. Et de nouvelles familles apparaissaient chaque semaine. Amanda Rodriguez était devenue une célébrité dans le monde juridique, représentant gratuitement toutes les familles touchées par le stratagème de Margaret. Elle m'appelait régulièrement pour me tenir au courant. « John, tu dois savoir », m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Margaret a été condamnée à 25 ans de prison fédérale. Trafic de mineurs, fraude fiscale, falsification de documents fédéraux. Il n'y a aucune possibilité de libération conditionnelle. Et l'argent? Confisqué dans son intégralité. Les 23 millions de dollars qu'elle avait cachés dans des comptes offshore sont actuellement distribués à titre d'indemnisation aux familles concernées. La famille Delgado va recevoir une somme importante pour les 28 années qui ont été volées à Sarah. Mais la véritable justice n'était pas dans l'argent ou dans l'emprisonnement de Margaret. La véritable justice était dans le salon de notre maison ce dimanche-là, où Sarah était assise par terre et apprenait à sa nièce de 5 ans, Isabella, à jouer du piano sur le vieux clavier que nous avions acheté en solde. « Tante Sarah », demanda Isabella de sa petite voix curieuse, « pourquoi grand-mère Maria pleure-t-elle toujours quand elle te regarde ?» Sarah sourit et caressa les cheveux de la petite fille. « Parce qu'elle m'a perdu pendant très longtemps, ma fleur. Et maintenant, elle est très heureuse de m'avoir retrouvé. Comme au jeu de cache-cache. » Exactement comme au jeu de cache-cache. Sauf que ça a duré 28 ans. Isabella réfléchit un instant, puis dit « Je parie que grand-mère est très douée pour chercher. » « La meilleure au monde, » répondit Sarah,
les larmes commençant à couler sur ses joues. De l'autre côté de la pièce, Carlos montrait à Roberto comment accorder sa nouvelle guitare, tandis que Maria et Lucia rangeaient des albums photos pour les montrer à Sarah. 28 ans d'anniversaire, de remise de diplôme, de mariage et de moments en famille dont elle avait été privée. « Regarde ici », dit Maria en montrant une photo défraîchie. C'est Roberto le jour de sa rentrée scolaire. Il a gardé sa photo de bébé dans son sac à dos pendant toute sa première année, en disant aux autres enfants qu'il avait une petite sœur qui allait bientôt rentrer à la maison. Roberto, aujourd'hui âgé de 32 ans, rougit. « Je croyais vraiment que tu allais revenir, » dit-il à Sarah. « Je n'ai jamais douté. »« Et j'ai toujours senti que j'avais une famille quelque part, » répondit Sarah. « J'ai toujours eu ce vide dans ma poitrine, ce sentiment qu'il me manquait quelque chose d'important. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Sarah et moi nous sommes assis sur la terrasse pour regarder les étoiles. C'était une habitude que nous avions prise pendant sa convalescence, des moments de silence où nous apprécions simplement le fait d'être en vie et ensemble. « Tu sais ce qui est drôle ?» a dit Sarah en me tenant la main. Margaret pensait qu'elle me protégeait en me séparant de ma famille. Elle disait qu'il n'était pas à la hauteur, trop pauvre, trop jeune. Et qu'en penses-tu maintenant? Sarah a ri doucement. Je regarde Carlos apprendre à Roberto à jouer de la guitare, Maria veiller à ce que tout le monde mange à sa faim, Miguel raconter des histoires sur leur enfance, et je me dis que Margaret avait raison sur un point. Quoi donc? Ils m'ont vraiment façonné. Même sans me connaître, ils ont façonné la personne que je suis devenue. Parce que l'amour qu'ils ont ressenti pour moi pendant ces 28 années, la façon dont ils n'ont jamais cessé de me chercher, la façon dont ils m'ont accepté instantanément, tout cela a créé un écho dans l'univers qui m'est parvenu d'une manière ou d'une autre. Elle fit une pause, regardant les étoiles. J'ai toujours su aimer inconditionnellement, John. Même sans avoir de famille pour me l'apprendre, je le savais. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il m'aimait à distance depuis tout ce temps. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Elena Rodriguez, l'ancienne assistante sociale qui avait travaillé sous les ordres de Margaret Henley. « John, tu dois savoir quelque chose », m'a-t-elle dit. Margaret a demandé à me parler à la prison. Que voulait-elle? Elle m'a demandé de te transmettre un message. Elle a dit qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait de mal. Pas seulement à Sarah, mais à toutes les familles. Je suis resté silencieux, essayant d'assimiler tout cela. Elle a dit qu'elle avait passé toute sa vie à penser qu'elle savait ce qui était le mieux pour tout le monde, mais qu'en prison, entourée de femmes qui avaient elles aussi été séparées de leurs enfants par des circonstances indépendantes de leur volonté, elle avait enfin compris ce que signifiait vraiment la famille. Et qu'est-ce que ça signifie? Que ce n'est pas une question d'argent, de maison parfaite ou de circonstances idéales. C'est une question d'amour inconditionnel et de ne jamais abandonner les personnes qui comptent. Elena a marqué une pause. Elle a dit que si elle pouvait remonter le temps, elle réunirait toutes les familles immédiatement. Et que vous avez sauvé beaucoup plus de vies que vous ne le pensez. Quand j'ai raconté cela à Sarah, elle est restée pensive pendant un long moment. Tu sais, a-t-elle finalement dit, je n'éprouve pas de colère envers Margaret. J'ai de la peine pour elle. Elle a gâché toute sa vie à essayer de contrôler quelque chose qui ne devrait jamais être contrôlé. Quoi donc? Le pouvoir de l'amour familial. Pour le premier anniversaire de la greffe de Roberto, nous avons organisé une fête dans le jardin. Pas seulement pour notre famille, mais pour toutes les familles qui avaient été réunies grâce à notre parcours. Il y avait des enfants qui couraient entre les tables, des parents qui embrassaient des enfants qu'ils pensaient ne jamais revoir, des frères et sœurs qui se rencontraient pour la première fois à l'âge adulte. Amanda Rodriguez était là avec sa propre famille, ainsi que plusieurs des avocats qui avaient travaillé sur les dossiers. Au moment du toast, Roberto s'est levé, un verre à la main. « Il y a un an, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion, je n'étais qu'un homme qui avait grandi en sachant qu'il avait une sœur perdue quelque part dans le monde. Aujourd'hui, non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais j'ai gagné un beau-frère courageux qui a refusé d'accepter que certaines injustices soient irréversibles. Il m'a regardé droit dans les yeux. John, vous n'avez pas seulement sauvé la vie de Sarah. Vous avez sauvé toute notre famille. Et des dizaines d'autres familles. » Les applaudissements étaient assourdissants, mais ce qui m'a vraiment touché, ce sont les larmes dans les yeux de Sarah alors qu'elle regardait autour d'elle dans le jardin rempli de personnes qui, 1 an auparavant, étaient des étrangers et qui étaient désormais sa famille. Plus tard dans la soirée, alors que nous faisions la vaisselle, Sarah m'a pris par le bras. « Je peux te poser une question? » « Bien sûr. Si tu avais su dès le début que sauver ma vie signifierait détruire celle de Margaret Henley, l'aurais-tu quand même fait? » J'ai réfléchi longuement avant de répondre.
Margaret a détruit sa propre vie au moment où elle a décidé de séparer des bébés de leur famille pour de l'argent. Je n'ai fait que rendre les conséquences visibles. Sarah acquiesça. C'est aussi ce que je pense. Parfois, la justice est lente, mais elle finit toujours par arriver. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sarah travaille comme conseillère pour les familles touchées par des adoptions problématiques. Roberto a créé une fondation qui aide à réunir les familles séparées par le système. Et moi? J'ai repris mon travail d'ingénieur logiciel, mais je consacre désormais tout mon temps libre à un projet spécial, une base de données nationale qui aide les familles à se retrouver plus rapidement. Margaret Hanley purge sa peine dans une prison fédérale au Texas. J'ai entendu dire qu'elle travaille à la bibliothèque de la prison, où elle aide d'autres détenus à écrire des lettres à leur famille. Je ne sais pas si cela représente un véritable changement de cœur ou simplement une tentative de gagner des points en vue d'une éventuelle réduction de peine. Mais je choisis de croire que les gens peuvent changer, même après avoir causé tant de tort. La dernière fois que j'ai visité la tombe imaginaire que Maria et Carlos ont construite pour Sarah, aujourd'hui transformée en jardin commémoratif pour tous les enfants perdus dans le système, j'ai trouvé des fleurs fraîches et un mot. À tous les enfants qui ont été séparés de leur famille, vous n'avez pas été oubliés. Vous êtes aimés. Et il n'est jamais trop tard pour retrouver le chemin de la maison. Une grand-mère qui comprend. Il était simplement signé MH. Margaret avait déposé des fleurs sur le mémorial de sa propre victime. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage sur la famille, la justice et les secondes chances, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter que certaines injustices soient permanentes. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne prête à se battre pour ce qui est juste. La vérité, c'est que Margaret Hanley a essayé de jouer à Dieu avec nos vies, en décidant arbitrairement qui méritait d'avoir une famille et qui ne le méritait pas. Elle pensait pouvoir réécrire l'histoire de centaines de familles en se basant sur ses propres préjugés et sa cupidité. Mais il y a quelque chose dans l'amour familial qui transcende tout système, toute bureaucratie, toute personne qui tente de s'interposer entre des parents et leurs enfants. L'amour trouve toujours un moyen. Il trouve toujours un moyen. Et au final, tandis que Margaret compte les jours dans une cellule froide, Sarah se réveille chaque matin dans une maison remplie de rires, de câlins et du genre d'amour inconditionnel que certaines personnes passent leur vie à chercher. Elle n'a pas eu besoin de chercher plus loin. Parce que sa famille n'a jamais cessé de la chercher. Et moi? Eh bien, j'ai appris que parfois, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose d'aussi beau et durable que toutes les tentatives de destruction deviennent insignifiantes. Margaret a essayé de nous briser. Au lieu de cela, elle nous a rendus incassables.